Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Public Sénat pour une Territoire d'info spéciale, une édition spéciale ce matin à l'occasion du dernier débat télévisé de l'élection présidentielle américaine qui vient d'opposer Hillary Clinton à Donald Trump à Las Vegas dans le Nevada. Pour analyser ce débat, trois observateurs que vous avez déjà appréciés dans ces éditions spéciales. Bonjour Olivier Royan, vous dirigez la rédaction de Paris Match et merci d'être sur ce plateau avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour André Crétenant, vous êtes directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffusera d'ailleurs ce débat, ce décryptage sur toutes les antennes de TV5 Monde aujourd'hui. Et puis bonjour Hubert Coudurier, vous êtes directeur de l'information du Télégramme et vous êtes président de TBO. Merci messieurs d'être avec nous. Avant d'examiner ce qui s'est dit entre les deux finalistes de l'élection présidentielle américaine, un mot sur la forme. Olivier Royan, avec un débat sous haute tension. Ni au départ, ni à la fin, ils ne se sont serrés la main. Déjà, c'est un signe. Ni les conjoints. Ni les conjoints, exact. Et un dispositif beaucoup plus figé que d'habitude. Oui, un dispositif figé avec un seul modérateur. Pas n'importe quel modérateur, hein, c'est Chris Wallace, le fils de l'emblématique journaliste de 60 Minutes, Mike Wallace, qui incarnait le débat de Fox News. Donc il avait aussi, je pense, à cœur de montrer que Fox News n'était pas forcément la chaîne de Trump. Il avait aussi l'occasion pour parler aux démocrates. Et évidemment, un débat extrêmement figé, le troisième, où on voit Hillary Clinton est arrivée immaculée, blanc. Trump avec sa cravate tailleur rouge, blanc cassé, tailleur blanc cassé. On a vu c'est un débat de la dernière chance pour Trump. Hein. Il rentre dans ce débat avec l'idée du côté des démocrates et des républicains. Les stratèges disent que l'élection est jouée. Ça y est. Et là, lui, il a une possibilité d'imposer un comeback. La question qui se posait avant ce débat, c'est est-ce qu'on va monter le niveau ou est-ce qu'on va retomber dans le caniveau comme c'était le cas dans le Missouri? On a vu que c'était un petit peu des deux. On a vu un Trump plus discipliné, plus mesuré, et on a vu une sorte d'Hillary Clinton qui va dérouler son jeu et qui va le prendre un peu au piège. Et le dispositif, l'avantage évidemment, parce que vous vous souvenez du dernier débat, on était dans une sorte de chorégraphie, les deux candidats pouvaient bouger. Trump en a beaucoup usé d'ailleurs. Hein. Trump, c'est le showman, donc il en profitait évidemment de ce point de vue-là. Là, il est obligé, il est coincé derrière le pupitre, il est obligé de parler à ce micro qui est fixe, et il se retrouve dans une position qui est moins agréable pour lui, et du coup, il en rajoute sur le discours. Et voilà, il ne cesse de dire qu'elle ment, etc. Il va beaucoup plus loin dans le discours. Ça a le désavantage. Alors c'est vrai, Hillary Clinton, elle est dans le costume de présidente. C'est assez fou, mais cette position qu'elle a derrière le pupitre, c'est au fond une position qu'elle a eue quand elle était secrétaire d'État. On pouvait quasiment, elle a l'habitude de ce genre de position. Elle a l'habitude. On pouvait quasiment écrire en synthé Hillary Clinton, présidente des États-Unis. C'est vrai que c'était présidenteux, bien sûr. On sent aussi qu'on a demandé à Trump de se calmer, c'est-à-dire lâche pas les chiens. Non, très nettement. Donc il est moins outrancier, mais en même temps il lance ces petites phrases. Il va y avoir cette phrase terrible où il se lâche en disant "She's a nasty woman", qui est tellement choquant. Elle est terrible, c'est une vilaine femme devant 60 millions de téléspectateurs ou 70. Et à un moment donné, il dit "Et vous avez l'expérience, vous avez 30 ans d'expérience." Et il se rend compte qu'il est en train de lui dire quelque chose de positif. Et il dit "C'est une expérience mauvaise." Alors, il faut quand même dire que Hillary Clinton sort gagnante du débat selon un sondage à vif réalisé par la chaîne CNN. Les résultats de ce sondage, c'est qu'elle est gagnante pour 52% contre 39% à Donald Trump. Hubert Coudurier quand même. Oui, enfin l'écart était déjà important. Je crois qu'il était 2 fois ce qu'il était entre Barack Obama et Mitt Romney. Là, c'est le sondage à vif. On sort du débat. Il ne fait que s'accroître. Mais c'est vrai que depuis septembre, on a vraiment l'impression que Trump rame. Et en fait, il a été décrédibilisé. Décrédibilisé à la fois parce que dans un débat qui est corseté, il n'a pas d'argument. Il a en face de lui quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Il n'a pas d'argumentation très, très, très fine. Et plus ça avance, plus on voit son inexpérience au-delà de ses outrances, et on dirait qu'à chaque fois il franchit une nouvelle marche de tranche, où il y a un nouvel événement qui le fait descendre d'une marche. Alors le fait majeur, de mémoire je pense inédite, on en parlera tout à l'heure avec Olivier Royan qui a été correspondant longtemps aux États-Unis de Paris Match, c'est que Donald Trump a refusé de s'engager à reconnaître le résultat de l'élection présidentielle. Du coup de ce fait, il a intégrer une forme sans doute de défaite. On va en parler avec Olivier Royan. On va regarder un premier extrait où il refuse donc de reconnaître a priori les résultats. Je verrai bien le moment venu. On l'écoute, dit-il. Je dis que les élections sont truquées.
Elle n'aurait jamais dû être autorisée à être candidate à la présidence, étant donné ce qu'elle a fait avec les emails, entre autres. Il y a une tradition dans notre pays, c'est la transition paisible de pouvoir, et quelle que soit la dureté d'une campagne, à la fin de la campagne, le perdant concède la victoire au gagnant. Vous n'êtes pas disposé à accepter cette tradition? Ce que je vous dis, c'est que je verrai bien le moment venu. Je garde du suspense. Lorsque les choses ne vont pas dans son sens, Donald dit que c'est truqué en sa défaveur. Il a perdu l'un des caucus. Il a dit que la primaire républicaine était truquée. Il y a également eu des accusations vis-à-vis de lui. Il a dit que tout le système judiciaire était biaisé. Alors Olivier Royan, totalement inédit. Oui, c'est totalement inédit, c'est incroyable, c'est un désastre absolu en direct, je dirais. Si c'est d'autant plus que... Un désastre pour Donald Trump. Pour Donald Trump en direct, d'autant plus que Mike Pence, son colistier, était dans la newsroom avec les journalistes en train de leur expliquer qu'au contraire, la campagne Trump allait reconnaître le résultat. Cette histoire de résultat de l'élection et de système électoral américain, c'est quelque chose qui colle à la semelle des républicains depuis 2 semaines. Trump aurait pu s'en sortir en disant oui, comme les candidats à la primaire en France l'ont fait en 2 secondes, je reconnaîtrai le vainqueur. Là, ça lui colle à la semelle depuis 2 semaines, il n'arrive pas à s'en sortir et il va commettre ce parjure, j'allais dire. C'est un petit peu comme un prêtre qui sort dans une église en expliquant que les évangiles n'existent pas. C'est à peu près le même système, d'autant plus que le système américain est un système bipartisan, c'est-à-dire que le système électoral est géré à la fois par les républicains et les démocrates. Depuis une semaine, les républicains lui disent tais-toi, ne parle pas de ça, c'est aberrant. C'est forcément une stratégie, André Crête-Non. Je suis pas sûr, non. Reconnaître sa défaite, effectivement, c'est très important. Y compris aux États-Unis. Simplement, ce qui se passe là, c'est que Trump fait du Trump. Et d'une certaine manière, il continue à vouloir se positionner comme le candidat contre le système ou hors le système. Il va jusqu'au bout de cette logique-là. C'est une idée de prolonger après l'élection ? Je pense effectivement que là, d'une certaine manière, l'élection, elle est jouée. Évidemment, Hillary Clinton a déjà quelques points d'avance, mais en ne reconnaissant pas effectivement sa défaite et surtout en mettant en cause le système, tout le système, je crois que là, il fait une erreur terrible. Mais cela dit, je pense qu'il parle à ses électeurs. Exactement. Le problème, c'est qu'il ne parle qu'à ses électeurs. Et ses électeurs sont assez sur cette même ligne-là. Mais c'est la difficulté aussi de ce moment, c'est qu'il n'arrive pas à rassembler davantage. Il est dans une logique complotiste. Et s'il parle à ses électeurs, les petits blancs déclassés, c'est vrai qu'il a fait pratiquement aucun effort pour aller vers les minorités, vers les femmes encore moins. Et donc, ce côté cow-boy, cette toute-puissance qui a pu séduire à un certain moment, à un moment donné, elle se trouve prisonnière et enfermée par le système, et on ne peut pas remettre en cause un certain nombre de fondamentaux. D'autant plus qu'Obama est entré dans la campagne. Obama lui a dit arrête de pleurnicher, défends tes idées, et bon, vous savez que les rapports... Va séduire tes électeurs même, il lui a dit. Les rapports, il lui a donné une leçon de marketing politique. Vous savez que les rapports Obama-Clinton n'ont pas toujours été très, très faciles. Et finalement, Clinton a joué le jeu lors de la réélection en faveur d'Obama. Et maintenant, Obama fait le boulot pour les Clinton. C'est une dynastie qui va succéder à une autre. Mais on a aussi une Amérique qui a changé. Voilà. Il faut voir que les minorités, l'immigration, tout ça, c'est une vraie réalité contre laquelle s'indigne Trump. Mais ça change aussi le corps électoral. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Trump n'a pas réussi finalement cette percée. On n'est plus à l'époque de la révolution reaganienne. D'abord, on a vu ses effets sur la population, on a vu en termes de déclassement. On a changé l'époque. Olivier Royan. Il y a un malentendu fondamental dans la campagne de Trump qui vient de son manque d'expérience politique et son manque d'expérience de connaissance du système. Il a gagné la primaire sur un message négatif. C'est ce qui lui a fait gagner la primaire et d'aller dans les territoires d'éliminer un par un tous ses adversaires. La campagne, les derniers 2 mois se font sur du positif. Et Trump ne comprend pas ça et il est enfermé absolument dans un système. Ce qu'on peut dire dans la primaire, on ne peut plus le dire dans un débat présidentiel devant 70 millions de personnes. Alors, cette non-reconnaissance du résultat de l'élection présidentielle est totalement inédite, on en a parlé tout à l'heure. Nixon, en 1960, qui est vice-président face à Kennedy dans l'Illinois, reconnaîtra sa défaite alors qu'il y avait une vraie contestation. Al Gore, face à Bush, en 2000, le devançait de 550 000 voix, et c'est, on le connaît, les résultats de Floride qui étaient contestés.
Qu'est-ce que ça signifie pour le peuple américain, celui qui va voter Olivier Royan? Je pense qu'on est... Il y aura un après-élection, il y aura un prolongement. Trump, il veut quoi? Il a reconnu d'une certaine manière sa défaite ce soir et il veut continuer, poursuivre son action politique? Par rapport à ce que disait Hubert, je pense que d'abord Hillary Clinton peut dire merci au Parti républicain de lui avoir mis Donald Trump en face d'elle. Oui. Et donc il s'agit d'une société profondément divisée. On va se retrouver au soir de l'élection avec une Amérique avec deux grandes bandes jaunes, deux grandes bandes bleues et une grande bande rouge au milieu qui ressemble un peu à la carte électorale d'Obama de 2012, peut-être en pire. Donc ça veut dire que cette Amérique est divisée et ça veut dire que Trump a touché quelque chose, il a touché un nerf de la société américaine. Donc ça ne va pas s'évanouir parce que sa candidature va passer parce qu'il va disparaître. Il va continuer à entretenir. Je pense que le Parti républicain va d'une certaine manière exploser, va devoir se reconstruire et va devoir enfin chercher un candidat qui puisse incarner ses valeurs, ses vraies valeurs, parce qu'il n'y a plus rien à voir avec le parti de Reagan ou le parti de Nixon. Moi je pense qu'il ne faut pas... effectivement c'est vrai, mais il ne faut pas non plus évacuer l'effet, je dirais, un peu winner en fin de campagne. Gagnant. Je pense que l'Amérique va quand même être assez fière de voir une femme à la tête du pays. Et je pense que là, il va y avoir quand même une reconnaissance. C'était intéressant de voir aussi le discours, les propos de Hillary Clinton sur la question des femmes. J'ai trouvé que c'était un moment très intéressant. Et on parlait de l'entrée en campagne d'Obama. Et il y a aussi Madame Obama, Michelle Obama qui est intervenue. Et je pense aussi que ça a été un moment assez important de cette semaine. C'est vrai qu'après un président noir, qui d'ailleurs n'a pas fait beaucoup pour les Noirs, mais enfin, en tout cas, ça a été dont le bilan est mitigé pour eux. Voilà. Avoir Blanche-Neige et une femme en présidente immaculée, alors qu'on sait très bien que c'est pas du tout habillée le cas. de blanc, le symbole est là. C'est aussi un signe, c'est-à-dire, c'est quand même étonnant qu'après 2 mandats démocrates, les Républicains n'aient pas réussi, à s'imposer. Mais la vie politique américaine s'est radicalisée à cause des Républicains, sous l'effet du Tea Party. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que le bilan d'Obama n'est pas si mauvais, ni en politique étrangère, ni en politique économique. Et c'est ce qui permet aux démocrates, sans doute, de gagner une nouvelle fois. C'est aussi un signe. L'Amérique s'européanise. Il faut bien savoir qu'il y a l'élection présidentielle et à côté de ça, il y a les élections locales pour le Congrès. Et on voit très importantes et on voit des démocrates si confiants qu'ils vont porter le fer dans les endroits républicains, dans les terres républicaines. Ils ont dépensé 6 millions de dollars cette semaine dans l'Indiana, dans le Missouri et même au Texas, où personne n'a gagné le Texas depuis Carter en 1976. Donc ils risquent de perdre le Sénat, et ça c'est quand même indispensable aussi pour Hillary Clinton si elle veut gouverner. Il faut rappeler quand même que les Américains sont habitués à vivre sous cette forme de cohabitation entre républicains et démocrates. C'est probablement l'échec d'Obama. C'est l'incapacité que... Je me souviens de Clinton, le jour où le Congrès est devenu républicain, ça a été le meilleur jour de sa vie, parce qu'il a dit « je n'aurais plus à m'ennuyer avec ces démocrates ». Et ce qu'Obama n'a pas réussi à faire, c'est de travailler avec les républicains. Clinton a été un président beaucoup plus populaire qu'Obama et beaucoup plus tricky, c'est-à-dire qu'il a su faire de la triangulation et aller prendre les thèmes des républicains pour gouverner au centre. Alors, après une demi-heure de débat de fond, Hillary Clinton va réorienter le débat sur la Russie. Elle accuse Donald Trump d'être la marionnette de Poutine. On regarde cet extrait fort. Je ne connais pas Poutine. Il dit des gentilles choses sur moi. Si on s'entend bien, eh bien, je pense que ce sera une bonne chose. Si la Russie et les États-Unis s'entendent bien et s'allient contre l'État islamique, eh bien, ce sera une très bonne chose. Il ne la respecte pas. Il ne respecte pas Obama non plus. Et c'est une poule mouillée. Personne ne le respecte, cette personne. C'est parce qu'il préfère avoir une marionnette à la tête des États-Unis. C'est vous la marionnette. Les Russes ont espionné les États-Unis et que vous encouragez l'espionnage vis-à-vis de nos concitoyens. Que vous êtes prêt à faire plaisir à Poutine, que vous allez démanteler l'OTAN ou accéder à toutes ses demandes et obtenir de l'aide de sa part, puisque lui, très clairement, a un chouchou dans cette élection.
Voilà, c'est dans le cadre évidemment des révélations de Wikileaks, Olivier Royan. Et là, j'ai l'impression qu'elle a fait quand même preuve elle a fait un coup de maître, là. C'est-à-dire que d'abord, elle porte une sorte d'estocade à Trump sur la question de on ne se rend pas compte de l'état de tension actuellement entre la Russie et les États-Unis. On est à un niveau de tension de 1973, en pleine guerre froide. Et là, Trump arrive un peu comme un amateur. Elle diabolise Poutine immédiatement, et elle le fait en utilisant Wikileaks, en disant Wikileaks, ça n'a rien à voir avec moi, ce ne sont pas des révélations, c'est justement l'espionnage des Russes. Et elle prononce ce mot, les Russes sont en train de nous espionner. J'imagine qu'auprès des téléspectateurs, ça marche. Et Trump se trouve dans une situation où la question n'est pas est-ce que Poutine le connaît ou pas. La question, c'est qu'actuellement, les Russes sont en position de conflit virtuel avec les Américains. D'ailleurs, il répond, ce n'est pas mon meilleur ami, ce qui est quand même... Non, mais il faut voir que, malgré ce climat de guerre froide, effectivement, comme le dit Olivier, le rapport de force est très largement favorable aux Américains qui ont imposé l'OTAN dans tout l'ex-glacis soviétique. Et aujourd'hui, Poutine essaie de restaurer la grandeur de la Russie, a réussi à marquer des points effectivement en Syrie, mais le rapport de force n'est pas favorable aux Russes. Et donc, aller dans le sens des Russes, c'est aller contre les intérêts américains. Mais en fait, Trump ne fait pas une analyse géopolitique, là. Il fait une analyse, j'allais dire, psychologique. Et ce qu'il voit en Poutine, c'est l'homme fort, et au fond il célèbre Poutine pour le mettre face à Obama, dont il considère qu'il a eu une présidence qui est faible. C'est vrai que c'est totalement étonnant de voir la Russie débarquer dans cette c'est un fait majeur, probablement unique. La Russie, effectivement, les relations sont très très glaciales en ce moment, mais la Russie reste un partenaire et sera un partenaire très important dans la géopolitique internationale. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que autant Mme Clinton que M. Trump ont quand même des positions très, j'allais dire, on va rester aux États-Unis, on va rester en Amérique. C'est pas trop notre mission de débarquer à nouveau dans le monde avec des. Pour une ancienne secrétaire d'État, c'est pour le moins curieux. On est plutôt dans un. Je pense qu'on est plutôt. On va vers une période, et c'était déjà le cas avec Obama, où l'Amérique reste chez elle. Le mot Europe n'a même pas été prononcé. En 90 minutes, on n'a pas entendu le mot Europe prononcé une seule fois, alors qu'on est quand même dans une situation, il y a une véritable différence entre républicains et démocrates, entre Clinton et Trump sur cette question-là. Oui, parce que même s'il y a une tendance à un certain repli, ou en tout cas une volonté des Américains que les Européens prennent en charge leur défense, d'ailleurs, ils les laissent faire sur l'Ukraine, et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résultats. Trump, il va encore plus loin, et pendant le débat, Mme Clinton l'a accusé de vouloir démanteler toutes les alliances, parce qu'il a dit que le soutien au Japon, le soutien à un certain nombre de pays, à l'Allemagne, etc., que tout ça coûtait trop cher. Donc lui, il va beaucoup plus loin dans le repli isolationniste. Et puis il y a quelque chose de choquant en permanence, et là on se demande qui sont les personnes autour de lui, pourquoi ne le prépare-t-il pas à ses réponses. Alors mais vous avez des réponses, vous avez longtemps suivi Trump, vous le connaissez d'ailleurs. Des réponses simples. Avouez que vous connaissez Trump. Oui, je le connais depuis 88, depuis 30 ans, mais à l'époque c'était quelqu'un d'assez distrayant, un milliardaire qui. Vous avez passé un week-end avec lui dans un casino à Atlantic City. Absolument, à Atlantic City et dans d'autres, et en Floride également. Mais là, ce qui se passe, c'est que on a l'impression il n'arrive pas à répondre à cette question. Elle le met vraiment dans un entonnoir. Dans un entonnoir. Il n'arrive plus à bouger, elle va même lui dire, mais pendant que j'étais dans la Situation Room avec le président Obama, que nous étions en train de tuer Ben Laden, vous étiez en train de faire un show de télé-réalité à la télévision. Boum. Et donc il n'est pas prêt, et je ne comprends pas. Il se comporte par exemple sur l'OTAN en disant j'aime bien les alliés, ils sont sympathiques les alliés, comme s'il était propriétaire d'une galerie commerciale à qui il demanderait à toutes les enseignes d'augmenter. Il demande d'augmenter le loyer des enseignes de la galerie commerciale. L'OTAN n'est pas une galerie commerciale, et je pense que là-dessus elle est un peu mieux équipée que lui. Alors un thème récurrent de la campagne électorale américaine des présidentielles, c'était l'immigration. Donald Trump, vous le savez, ça a fait beaucoup de bruit, veut construire le fameux mur. Il accuse Hillary Clinton de laxisme. On va regarder un extrait où nous avons besoin d'un mur, martèle-t-il. Voilà. Et il accuse la démocrate de vouloir laisser les frontières ouvertes. C'est un moment important, on regarde ensemble.
Il nous faut des frontières fortes. Il faut que les drogues restent à la frontière et ne rentrent pas. Il y a énormément de personnes qui connaissent quelqu'un, qui ont quelqu'un de leur famille qui a été tué comme ça par des immigrés illégaux. Ils apportent de la drogue, de la violence. Clinton veut ouvrir la porte à tout le monde. Je veux bâtir un mur. Il nous faut ce mur. Nous avons 11 millions de personnes qui ne sont pas ici légalement, qui n'ont pas de papier. Ils ont 4 millions d'enfants. Il a dit à Phoenix que toute personne sans papier serait soumise à une déportation. Je pense que cette idée ne correspond pas à notre identité en tant que nation. Je pense que c'est comme ça que nous diviserions notre pays. Moi, je suis en faveur de la sécurité des frontières. J'ai voté en faveur de la sécurité des frontières lorsque j'étais au Sénat. Et bien sûr, mon plan de réforme de l'immigration se concentre également sur la sécurité des frontières. Voilà, on attendait à ce que ce soit un thème, j'allais dire, énorme de la campagne américaine. Ça l'a été, mais au fond, ça n'a pas débouché sur grand-chose. Si, c'est un thème souterrain. Donc il n'a fait aucun effort en tendant la main aux immigrés. C'est quand même les États-Unis restent un pays d'immigration. Mais c'est un peu comme en France, les socialistes avec les banlieues. C'est-à-dire que quelque part, alors on ne parle pas de grands déplacements, mais l'Amérique est en train de changer. La majorité ne sera plus blanche en 2050, mais elle sera latino. Et donc tout ça a un effet, un impact sur le corps électoral. Et donc tout ça a joué contre lui en termes de alors que chiffres. ça aurait dû jouer pour lui, Olivier Royan. Mais alors là, elle sort le chiffre 11 millions 11 millions d'immigrés en situation illégale aux États-Unis. Tout d'un coup, on est un petit peu sous le choc du chiffre. Et alors, elle a eu ce moment, justement, c'était à Las Vegas il y a quelques mois, où elle a rencontré cette petite fille qui est dans une situation particulière, puisque la petite fille est née aux États-Unis et ses 2 parents sont peut-être en passe d'être déportés vers le Mexique. Et là, c'est un des moments où Hillary Clinton est apparue avec du cœur, comme ils essayent toujours un petit peu de la mettre en avant. Et là, je pense qu'elle a envoyé clairement un signal. Dans la première partie du débat, elle envoie un signal vers les femmes, et sur cette partie de l'immigration, elle a envoyé un signal sur une population qu'elle a du mal à mobiliser en cette élection, ce sont les minorités. Et en ayant un discours extrêmement mesuré sur l'immigration, en disant il n'est pas question de déporter par des trains, par des bus, des millions ou des milliers, des centaines de milliers d'immigrés, je pense qu'elle a été dans un discours purement électoral. Là, Trump, évidemment, sort une vieille recette. Le coup du mur, évidemment, a été décisif pour lui, il lui a beaucoup apporté, mais à ce moment-là maintenant de la campagne, voilà, ça n'apporte plus grand-chose, et surtout, effectivement, Hillary Clinton apparaît comme nuancée. Voilà, on a d'un côté toujours la caricature d'un mur, et de l'autre côté, quelqu'un qui est nuancé, qui a de l'expérience, etc. Et donc, j'ai l'impression qu'il sort au-delà de l'expérience. Un peu les vieilles recettes, au moment il n'y a plus grand-chose à... Il y a un manque, c'est ce qui transparaît, et en tout cas ce qu'il n'a pas su faire paraître, c'est son humanité. Il arrive un moment où c'est le style et la personne qui finit par s'imposer. Et puis elle lui dit, vous savez que vous avez quand même construit la Trump Tower avec des immigrés illégaux. Ouais. La question de la personne, je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire que plus on s'approche du moment où les électeurs vont devoir choisir, cette question de la personne est importante. Alors justement, à la fin du débat, il y a eu ce problème de la qualification pour être président. Elle a rappelé, les paroles de Bernie Sanders très dures à l'égard de Trump. Est-ce qu'il a définitivement perdu dans ce domaine-là, Olivier Royan, Trump? C'est fini? C'est cuit? Sur ce troisième débat, c'est le problème. C'est justement cette nécessité qu'il avait de se crédibiliser, d'apporter, est-ce que je peux être le président? Elle lui dit, elle a eu un boulevard à ce moment-là. Elle a un boulevard parce qu'il ne s'agit pas de lui laisser les commandes nucléaires. Donc il est vraiment dans une situation. Pourquoi? Parce qu'il n'a absolument pas bâti de discours positif. C'est-à-dire qu'il n'a eu aucun discours programmatique sur les 2 derniers débats. Le discours négatif s'est essoufflé. Alors évidemment, il a une base qui est accro à ce discours négatif. Donc elle a besoin d'entendre des outrances. Vous avez de l'expérience, mais de la mauvaise expérience, a dit Donald Trump à Hillary Clinton. Oui, c'était une bonne formule, mais le problème de Trump, c'est qu'il ne s'est pas préparé. Donc quand on n'a pas de préparation sur des sujets aussi complexes, et en plus, il n'est pas sympa. Sur tout ça. Donc à un moment donné, il y a quand même une majorité de... Reagan, lui, était sympathique. C'était le même genre de cow-boy. Il n'a pas réussi dans les affaires de la même manière, mais il dégageait une humanité que n'a pas Trump. Et on s'approche du moment décisif, c'est-à-dire que les Américains vont réellement élire un président ou une présidente. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était un moment important dans le débat, la question nucléaire. Est-ce que cet homme-là est assez raisonnable
pour savoir à quel moment il faut appuyer ou non sur le bouton. Et ça, c'est assez essentiel. Beaucoup insisté sur son côté imprévisible, incontrôlable. Alors évidemment, ça ne parle dangereux, en reprenant même des paroles de Bernie Sanders à son égard, Olivier Royan. Ah oui, c'est extraordinaire comment il se partage l'héritage de Bernie Sanders. C'est-à-dire que Trump dit, mais vous savez ce que Bernie Sanders dit de vous? Des choses horribles, bien sûr, puisqu'il y a eu toute les primaires, la saison des primaires est passée là-dessus, et elle lui dit, mais vous savez que ce que Bernie Sanders dit de vous, c'est que vous êtes l'homme le plus dangereux, la chose la plus dangereuse qui puisse arriver aux États-Unis cette année. On conclura là-dessus. Merci Olivier Royan, vous êtes directeur de la rédaction de Paris Match, d'avoir été pendant ces 3 débriefs des débats. Notre invité, notre décrypteur. Merci André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde. Je rappelle que vous diffusez ce débat sur vos antennes, notre débat dans les heures qui viennent. Et Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme et président de TBO. Merci infiniment. On continue notre matinale d'infos.